Happening now, the last ships from China bringing cargo unaffected by President Trump's massive new tariffs are sailing into American ports. So that means the countdown to supply shortages and rising prices has officially begun. Goods that were loaded after April 9th are going to be hit with a 145% tariff. Huge tariff. Let's go to New York right now. CNN business and politics correspondent Vanessa Yurkevich is watching all of this unfold. Vanessa, how soon will we see the prices on Chinese-made products jump here in the United States? Un décret technique a modifié l'équilibre entre la consommation populaire et la politique commerciale aux États-Unis. Le département américain du commerce a publié un mémorandum classé prioritaire. Son contenu stipulait qu'à partir de minuit, tous les biens de consommation non essentiels importés seraient soumis à un tarif minimum de 20%. Le document, révisé personnellement par le président Donald Trump, selon des sources de la Maison-Blanche, n'a fait l'objet d'aucune consultation publique ni d'aucune évaluation par le Congrès. Il est entré en vigueur avec la rapidité d'une instruction militaire. L'impact immédiat s'est fait sentir dans les coulisses du plus grand réseau de distribution du pays, où des protocoles de contention tarifaire ont été activés sans aucun préavis à la population. Walmart, dont l'activité dépend d'un équilibre quotidien entre l'offre internationale et la demande intérieure, a réagi non pas par des déclarations, mais par des mesures logistiques. Les distributions ont été suspendues, les itinéraires ajustés, les prix recalculés. En moins de 48 heures, les premiers signes ont commencé à apparaître dans les rayons des magasins des régions périphériques. Les produits courants ont disparu des étagères, et ceux qui restaient ont subi des augmentations discrètes. Les paquets de riz, le lait en poudre et les produits d'entretien ont augmenté de 8 à 15% en seulement 5 jours. Cette escalade a été automatisée par des systèmes de tarification dynamique, qui cherchaient à maintenir les marges dans un contexte instable. Aucune communication officielle n'a été adressée aux consommateurs. Les réajustements étaient invisibles d'un point de vue institutionnel, mais visibles à la caisse. Pendant ce temps, la Maison-Blanche maintenait son discours de repositionnement économique. Le porte-parole officiel a déclaré que le président croyait en l'autosuffisance comme base de la stabilité nationale. Mais cette autosuffisance, appliquée sans transition, a commencé à exercer une pression sur les secteurs vulnérables de la structure économique nationale. Les petits commerçants ont constaté une baisse soudaine de leur chiffre d'affaires. Les camionneurs ont signalé une réduction des itinéraires. Les consommateurs de villes comme El Paso, Louisville et Mobile ont commencé à signaler l'absence de denrées alimentaires de base dans les points de vente. Dans des interviews accordées à des radios locales, certains ont fait état de retour partiel d'achat par manque de budget. D'autres, comme une caissière de Tallahassee, ont déclaré qu'ils n'avaient pas vu d'augmentation aussi rapide depuis la crise de 2008. Le problème s'est propagé à un rythme inégal, alors que les grands centres parvenaient, avec difficulté, à rediriger une partie de la demande. Les régions plus petites se sont retrouvées prisonnières de chaînes d'approvisionnement qui avaient toutes été conçues avec des marges minimales. Le modèle juste à temps, qui garantit l'efficacité opérationnelle en période de stabilité, s'est révélé incapable d'absorber la volatilité créée par des mesures tarifaires abruptes. L'effet a été systémique. Les fournisseurs ont interrompu leurs contrats, les petits producteurs ont signalé des annulations, et les réseaux plus petits, tels que Aldi et Dollar General, ont commencé à absorber des flux qui étaient auparavant l'apanage de Walmart. L'épisode ne s'est pas limité à la logistique. En 5 jours, l'indice sectoriel de la distribution alimentaire a chuté de 12% à Wall Street. Les cabinets de conseil ont alerté sur le risque de pénurie localisée. Les départements d'État chargés de l'agriculture et de l'approvisionnement ont lancé des enquêtes extraordinaires. Tout cela sans aucune déclaration publique supplémentaire de la part du pouvoir exécutif fédéral. La politique était passée du plan discursif au plan matériel, et les effets secondaires ont commencé à être comptabilisés dans les villes et non dans les tableurs. Il arrive parfois qu'une décision administrative ait des répercussions disproportionnées. Non pas en raison de son contenu technique, mais en raison de sa rapidité d'exécution. C'était exactement le cas ici. La note du 4 avril n'a pas seulement modifié les tarifs, elle a testé, sans préavis, la résilience des réseaux de consommation aux États-Unis. C'est pourquoi il est essentiel de suivre en permanence les effets institutionnels de ces mesures. La surface des prix cache des réseaux de décision plus profonds. Et c'est précisément dans ceci que se consolide le véritable impact de la politique. La décision du 4 avril n'est pas tombée du ciel. Dans les coulisses institutionnelles, certains signes laissaient déjà présager que le gouvernement fédéral prévoyait d'utiliser les mesures tarifaires comme un instrument de repositionnement politique en cette année électorale.
Le Conseil national de la politique commerciale avait été vidé de sa substance depuis le début du nouveau mandat, et le Bureau de la représentation commerciale des États-Unis est passé à une position subordonnée au cabinet présidentiel, avec des prérogatives révisées par des décrets exécutifs. Cette refonte de la structure décisionnelle a permis de transférer au cœur même de l'exécutif des mesures traditionnellement analysées par des instances multilatérales. C'est dans ce contexte que s'explique la rapidité de l'application des droits de douane. Il ne s'agissait pas seulement de corriger les déséquilibres commerciaux. C'était une façon de déplacer le centre de la politique économique vers le discours de la souveraineté industrielle, même sans base productive réelle à court terme. Le choix du secteur de la consommation non essentielle, bien que présenté comme stratégique, a révélé un paradoxe. Les articles concernés représentaient une part importante du panier de consommation populaire. En d'autres termes, la pénalité touchait de manière transversale des couches de la population qui n'avaient pas d'alternative de substitution. À partir de là, de nouvelles institutions ont commencé à prendre position. Le ministère de l'Agriculture a publié un rapport préliminaire signalant des risques de pénurie dans les zones desservies par des chaînes courtes. Le secrétariat au commerce extérieur de l'État de Californie a demandé une audience extraordinaire afin de comprendre les effets sur les importations agricoles dépendantes des routes asiatiques. Les gouverneurs du Colorado, de l'Illinois et de la Caroline du Nord ont envoyé des lettres conjointes à la Maison-Blanche pour alerter sur les impacts sur les réseaux logistiques des États. Aucune de ces communications n'a reçu de réponse officielle. La logique décisionnelle restait centralisée et imperméable. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le système institutionnel a commencé à réagir de manière fragmentée. Des organismes autonomes, tels que le Tribunal du commerce international, ont commencé à recevoir des demandes d'injonction de la part d'associations de détaillants et de syndicats de transporteurs. Parallèlement, le Conseil national des transports a organisé un comité d'urgence pour cartographier les ruptures dans les itinéraires de distribution interurbains. Dans le même temps, le secrétariat aux petites entreprises a enregistré une augmentation de 30% des demandes de révision contractuelle entre les micro-entreprises et les fournisseurs étrangers. Aucune de ces réponses n'a toutefois été en mesure de modifier le cours immédiat de la politique mise en œuvre. Cela s'explique en partie par la manière dont le décret a été structuré. En utilisant les dispositions juridiques de la loi sur les pouvoirs économiques internationaux d'urgence, une législation initialement conçue pour les contextes de guerre ou de sanctions externes, l'exécutif a étendu son pouvoir discrétionnaire sur le commerce, contournant les instances législatives traditionnelles. Des juristes spécialisés ont souligné, dans des avis techniques, que l'utilisation de cette disposition pour réglementer les biens de consommation intérieure était sans précédent et créait des précédents préoccupants. Malgré cela, les questions juridiques n'avaient toujours pas fait l'objet de décisions définitives à la fin du mois. Pendant ce temps, les réseaux d'approvisionnement continuaient à se réorganiser. Les grands grossistes ont commencé à négocier directement avec les fournisseurs mexicains et canadiens, essayant d'échapper aux droits de douane par le biais de triangulation légale. Ce mouvement a accru la pression sur les ports d'entrée de la côte ouest et les frontières terrestres du Texas. Les rapports de l'Agence des douanes et de la protection des frontières ont indiqué une augmentation de 22% des tentatives de redirection fiscale des marchandises en seulement 3 semaines. Le système douanier, qui fonctionnait déjà à la limite de ses capacités, est entré en surcharge. L'effet domino a commencé à toucher d'autres secteurs. Les entreprises d'emballage ont signalé des retards dans la livraison des intrants. Les fabricants d'équipements de réfrigération ont demandé la révision des contrats avec les chaînes de distribution. Les distributeurs alimentaires ont commencé à fonctionner avec des stocks réduits par mesure de précaution. Les contrats de couverture logistique, un outil généralement utilisé pour amortir les fluctuations, ont commencé à être négociés avec des primes élevées. Dans la pratique, cela signifiait que les entreprises payaient plus cher simplement pour maintenir la prévisibilité qui était auparavant garantie par les règles du système. La politique tarifaire, qui visait à renforcer la production interne, produisait l'effet inverse. Elle augmentait les coûts d'exploitation, rendait la planification difficile et compromettait les contrats à moyen terme. Les quelques producteurs locaux qui auraient pu, en théorie, occuper les espaces laissés vacants par les importations, n'avaient ni l'envergure, ni le temps, ni les subventions nécessaires pour le faire efficacement. Le modèle juste à temps, qui dépendait d'une précision mathématique, était soumis à la logique de l'incertitude réglementaire. Et cela affectait inévitablement le consommateur final, non par idéologie, mais par calcul. Dans ce contexte, il est naturel que des analyses plus structurées deviennent nécessaires.
le flux quotidien d'informations ne permet pas de suivre les impacts cumulés qui se répercutent sur les rouages du système. C'est pourquoi suivre régulièrement ce type de lecture critique et institutionnelle est plus qu'une option informative. C'est une façon de comprendre comment les décisions techniques façonnent, sans préavis, la vie quotidienne. Dans la prochaine partie, nous examinerons comment différentes interprétations sont débattues dans les coulisses juridiques et politiques. Quels sont les risques en jeu et pourquoi l'absence d'un plan structuré peut être plus décisive que n'importe quel tarif appliqué jusqu'à présent. Avec l'intégration progressive de la politique tarifaire dans les routines opérationnelles des chaînes logistiques et les mécanismes d'échange commercial. Les interprétations divergentes quant à sa légitimité juridique, sa portée institutionnelle et ses effets économiques concrets se sont multipliées. Pour un groupe d'analystes liés au secteur public, la loi promulguée le 4 avril doit être comprise comme une initiative de repositionnement stratégique, inspirée des mesures adoptées lors de crises précédentes, mais adaptée à un contexte marqué par une dépendance structurelle vis-à-vis de l'étranger. Pour d'autres observateurs, cependant, cette mesure constitue une rupture significative avec le modèle de prévisibilité qui a guidé la consommation aux États-Unis au cours des 4 dernières décennies. Ces interprétations coexistent dans des sphères distinctes, et à ce jour, aucune d'entre elles ne permet d'offrir un pronostic définitif sur l'évolution future du système. Les données figurant dans les registres officiels indiquent qu'au moins 7 entités juridiques ont formellement contesté le recours à la loi sur les pouvoirs économiques internationaux, d'urgence, comme fondement de la modification des taxes appliquées au commerce intérieur. Les spécialistes en droit constitutionnel soutiennent que, bien que la législation autorise des réponses rapides face à des menaces extérieures, elle n'a pas été conçue pour soutenir des réarrangements durables de la politique économique intérieure. Le cœur de la controverse réside dans le fait que le décret n'a pas été accompagné d'un avis technique détaillé identifiant une menace concrète, comme l'exige la norme elle-même. Toutefois, jusqu'à présent, aucune instance judiciaire fédérale n'a ordonné la suspension des effets de la mesure. Au sein du secteur productif, les réactions sont inégales. Les grands groupes de distribution, tels que Walmart et Target, ont entamé des processus d'adaptation interne, partant du principe que le régime tarifaire restera en vigueur à moyen terme. En revanche, les petites entreprises, en particulier les entreprises familiales, opèrent dans un contexte de grande incertitude. Certaines attendent un éventuel revirement judiciaire, tandis que d'autres évaluent déjà des scénarios de viabilité partielle, compte tenu de la difficulté d'absorber ou de répercuter les coûts supplémentaires. Cette asymétrie de réponse creuse l'écart entre les différents segments du marché, favorisant la concentration et affaiblissant la diversité régionale de l'offre. Le débat atteint également le pouvoir législatif. Au Congrès, des parlementaires de différentes tendances ont commencé à débattre de la nécessité de redéfinir les limites de l'action du pouvoir exécutif en matière de commerce extérieur. Des propositions ont commencé à être élaborées dans le but de soumettre les futures modifications tarifaires à des évaluations techniques obligatoires et à des périodes de transition minimales. Cependant, ces initiatives se heurtent à une résistance importante, notamment parmi les groupes qui voient dans la centralisation des décisions un avantage tactique pour faire face aux faiblesses industrielles historiques. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur la manière de rééquilibrer l'arrangement institutionnel sans compromettre la capacité de réponse dans des scénarios considérés comme critiques. Dans le domaine économique, les avis restent partagés. Certains analystes soutiennent que les prix intérieurs ont tendance à s'ajuster progressivement, ouvrant la voie à une réorganisation productive au fil du temps. D'autres avertissent que les impacts immédiats ont déjà rompu des contrats et déstabilisé des chaînes d'approvisionnement entières. On observe des signes de ralentissement des investissements dans les infrastructures logistiques, une volatilité accrue sur les marchés à terme et des révisions négatives de la part des agences de notation, en particulier dans les secteurs fortement dépendants des intrants importés. Néanmoins, toutes les projections restent subordonnées aux décisions que le pouvoir exécutif pourrait adopter dans les mois à venir. Le cœur du problème ne se limite donc pas à un tarif spécifique ou à un décret isolé. C'est le modèle de prévisibilité qui sous-tend le système commercial des États-Unis d'Amérique qui est mis à l'épreuve. En transformant une politique publique en instrument de pression directe, le gouvernement a mis à rude épreuve les limites institutionnelles sans présenter de plan de transition clair. Cette absence d'horizon défini engendre une instabilité difficile à mesurer. Planifier des achats, des contrats, des investissements et des itinéraires logistiques
devient un exercice risqué. Lorsqu'il existe une possibilité permanente de changements unilatéraux et immédiats. Pour les spécialistes de la gouvernance réglementaire, cet environnement d'incertitude engendre un effet de paralysie progressive. Les entreprises reportent leurs décisions stratégiques. Les familles reportent leurs dépenses importantes et les marchés réévaluent les risques en fonction de l'imprévisibilité politique. Une fois instauré, ce modèle ne disparaît pas aussi rapidement qu'il a été mis en place. La confiance, lorsqu'elle est remplacée par la prudence, prend du temps à se reconstruire. En particulier dans les contextes où le processus décisionnel est concentré entre les mains de quelques acteurs et où il manque des mécanismes institutionnels solides pour contrebalancer cette situation. À court terme, la conséquence la plus visible est la fragmentation des réponses économiques. Certaines régions parviennent à réorganiser leurs flux de production et logistique, tandis que d'autres sont confrontées à de graves blocages. Certains secteurs absorbent les impacts, tandis que d'autres connaissent un ralentissement marqué. Le pays fonctionne désormais à des vitesses différentes à l'intérieur de ses propres frontières. C'est ce décalage interne qui préoccupe les analystes institutionnels, car une économie qui perd la synchronisation entre ses composantes devient plus vulnérable aux chocs secondaires, même lorsque ceux-ci ne font pas partie des intentions initiales des décisions gouvernementales. Dans ce scénario, le rôle des analyses indépendantes devient encore plus pertinent. Plus que d'enregistrer des événements isolés, il est essentiel de comprendre la chaîne des causes, des effets et des lacunes institutionnelles qui structurent le processus en cours. L'observation continue, sans raccourci narratif ni filtre rhétorique, offre un outil essentiel à ceux qui cherchent à interpréter la réalité au milieu du bruit des déclarations politiques et de la volatilité des indicateurs économiques. Il n'est pas encore possible de dire avec précision comment le système réagira à moyen terme. Le tribunal de commerce peut intervenir. Le Congrès peut faire avancer une législation spécifique. Le pouvoir exécutif peut choisir de faire marche arrière. Cependant, jusqu'à ce que l'une de ces possibilités se concrétise, les effets réels continueront à s'accumuler loin de l'attention du public. C'est précisément dans cet intervalle, entre la formulation normative et l'expérience quotidienne, que les transformations les plus profondes ont tendance à se consolider. C'est pourquoi suivre en permanence les développements institutionnels va au-delà du simple suivi d'un programme de politique économique. Il s'agit d'observer en temps réel les limites, les tensions et les ajustements, qui définissent le fonctionnement de l'État face à des choix dont les impacts s'étendent bien au-delà du moment de leur annonce initiale.